Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'Amsterdam et de ses différences avec Paris. Ici on va s'intéresser principalement aux aménagements cyclables et comprendre les impacts de cette infrastructure sur les usagers. Pour simplifier votre visionnage, cette vidéo a été chapitrée. Alors pourquoi Amsterdam? Eh bien c'est une ville des Pays-Bas que j'ai pu visiter, il y en a d'autres avec d'autres aménagements cyclables comme par exemple Copenhague qui est un petit peu plus développé. Mais là, j'ai préféré me concentrer uniquement sur Amsterdam. Car j'y ai été, je vais pouvoir vous partager mon ressenti. Petit avertissement tout de même, cette vidéo n'a pas pour but de critiquer les aménagements qui sont faits à Paris, ni de mettre sur un piédestal ce qui a été fait à Amsterdam. C'est vraiment d'analyser le plus objectivement possible les aménagements et pourquoi ça fonctionne. Et gardez en tête que les aménagements cyclables de Paris se sont vraiment développés à partir de 2010 et c'est vraiment accéléré avec le coronavirus et la mise en place des pistes temporaires qui sont en train d'être pérennisées. Alors qu'à Amsterdam, c'est depuis les années 80. Et donc forcément, il y a beaucoup de choses à apprendre au niveau de la cohabitation, par exemple des cycles piétons, parce que le cycle est un nouveau mode de transport qui apparaît. Et c'est de tout ça voilà, qu'on va parler dans cette vidéo. Cette vidéo est d'ailleurs la seconde sur une série de 3 que vous pourrez retrouver en fiche et en description. N'hésitez donc pas à vous abonner pour ne pas louper la suite, et cela permet également de soutenir mon travail. La première chose dont je vais vous parler pour les aménagements cyclables, c'est ce qui m'a frappé quand je suis arrivé à Amsterdam. La couleur des pistes. Ça paraît tout bête dit comme ça, mais Amsterdam c'est rouge. Rouge partout, il n'y a aucun doute possible. Et d'ailleurs, on peut le voir, les parties de la chaussée qui sont réservées pour les motorisés sont d'une couleur complètement différente. Et à partir du moment où il y a un partage, c'est-à-dire où il y a une zone piétonne, cycliste et pour les véhicules, ce sont les véhicules qui sont invités sur cette zone rouge. Et à Amsterdam, c'est soit un revêtement spécial, ce fameux rouge, soit de la briquette. Et c'est un très gros avantage, ça évite simplement de le repeindre tous les 2 ans. Et ce qui est aussi drôle à voir avec la briquette, c'est qu'il y a une alternance de couleurs pour créer par exemple des passages piétons, ou des séparateurs, ou des parkings, ou des bandes cyclables. Bref, il n'y a pas de peinture par-dessus la brique, ce qui évite qu'elle s'efface avec le temps. Alors une question que je me suis posée, c'est pourquoi avoir choisi le rouge? Eh bien en fait, c'est simplement un choix économique. Le rouge a l'avantage de pouvoir être une teinte qui colore l'enrobé, et ça de façon peu onéreuse. Et c'est la même chose pour les briques de cette même couleur. Et c'est la ville de Tilburg qui a commencé à faire ça dans les années 80, et au fur et à mesure, d'autres villes des Pays-Bas ont suivi. Bon, alors pourquoi j'insiste autant sur cette couleur? Eh bien parce que cette couleur crée un sentiment d'identification, c'est-à-dire qu'on sait instantanément que c'est là qu'on doit rouler en tant que cycliste. Les automobilistes également font beaucoup plus attention aux cyclistes, ça j'en parlerai un petit peu plus loin pour les sas vélos par exemple, et les cyclistes se déplacent également beaucoup plus facilement dans les situations complexes, comme par exemple les carrefours ou sens giratoires, car la couleur la guide. Bon et bien maintenant à Paris, je vous mets un petit extrait de ce que l'on peut voir par exemple à Barbès. J'accède sur une piste avec un cycliste vert et un enrobé beige. Cette piste à l'arrivée du carrefour est interrompue et se transforme en voie de bus partagée. Il y a des flèches sur la chaussée indiquant où doivent aller rouler les cycles. Mais bon, là, on peut voir que ça se transforme en slalom. Surtout qu'il ne faut pas en vouloir plus que ça aux chauffeurs, étant donné qu'ils ont le droit de faire des arrêts à cet endroit-là et des stationnements pour pouvoir livrer. Et qu'il y a une station de bus également qui est non protégée. Quand je dis non protégée, c'est que le bus doit s'accoler à la station et qu'il n'y a pas de possibilité pour les cycles de continuer à circuler. Ils doivent soit s'arrêter derrière le bus, soit le dépasser par la gauche. Et quand on va vouloir traverser le carrefour, eh ben c'est pas bien mieux, il y a juste des cycles dessinés au sol pour pouvoir traverser cet espace légèrement hostile. Sans parler du camion de la police stationné là, parce qu'ils font leur travail, et que surtout aucune infrastructure les empêche de stationner là. Et ici, la piste est devenue verte, avec par exemple le risque d'ouverture de portière qui est indiqué, et les traversées des carrefours qui sont également indiquées pour les cycles. Si on continue un petit peu le trajet, la piste, par exemple ici à droite, eh bien, sera de la même couleur que la chaussée. Néanmoins, ici, la traversée du carrefour est claire car la piste est colorée. Mais comme vous pouvez le voir dans cet exemple, je vais même hésiter à aller sur la piste cyclable parce qu'elle a une autre couleur. Et que, encore une fois, ici, au niveau du carrefour, eh bien, les aménagements cyclables n'ont pas été indiqués clairement au niveau des continuités. Oh, oh, blanche. Sympa, blanche.
beige du coup. Ce qui fait que j'ai du mal à savoir où aller me placer instinctivement. Et d'ailleurs, je vous montre un autre exemple que j'avais pu filmer sur Rivoli. Par exemple, on voit le cycliste qui est là. Là, il va hésiter entre utiliser la voie bus cyclable ou rejoindre la piste cyclable. Je ne sais pas où va se porter sa décision. Voilà, bah d'ailleurs, le cycliste a fini par décider d'aller sur la piste cyclable finalement. Après mûre réflexion, il s'est dit que c'était peut-être plus sécurisé d'aller là-bas. Donc ce qui pourrait être intéressant à Paris, ce serait en priorité de colorer ces carrefours, comme par exemple ce qui a été fait à Pantin. Il faut qu'il y ait un consensus qui soit mis en place et que toute la ville décide d'utiliser la même couleur. Même au-delà de ça, ça serait bien que la France décide d'utiliser la même couleur. Car même là-dessus, en France, on n'est pas d'accord. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a du rouge, il y a du blanc. Se mettre d'accord sur une couleur, ça serait déjà pas mal. Moi, je serais plutôt pour bleu ou rouge. Et pour la couleur? Blouge. C'est bien, blouge. Et surtout, avec un enrobé bien spécifique pour éviter de refaire la peinture toutes les 2 ans comme on a pu le voir par exemple sur Magenta. Bon, vous l'avez compris, en quelques mots, à Paris, le problème c'est le manque de cohérence sur les infrastructures. D'ailleurs, je vous laisse deviner sur ces images où se trouvent les pistes cyclables, c'est pas toujours évident à chaque fois. Parce qu'Amsterdam, même s'il n'y a pas cette couleur rouge, vous pourrez retrouver les tracés avec des gros carrés blancs et des triangles qui indiquent les priorités. Et également des damiers là où il ne faut pas aller. Bon, maintenant que ce point a été fait, et ça me semblait important, on va passer sur la largeur des pistes. À Paris, j'ai pu faire le tour un petit peu et on a vraiment de tout. De la plus petite piste à la plus grande. La plus petite piste que j'ai pu trouver est à Montmartre. Vous pourrez d'ailleurs retrouver tout le live où on avait fait des prédictions sur la taille des pistes. Et elle mesure 60 cm, c'est-à-dire plus petit que la taille de mon guidon. Après, il y a quand même une mention honorable pour cette piste, qui est obligatoire à côté d'une voie bus, où on doit jouer à l'équilibriste à côté des fleurs qui sont pas très bien taillées et des bus qui nous frôlent. Cette piste fait 80 cm de large pour information, rebord compris. Bref, vous l'avez compris, il n'est pas possible de se dépasser sur ces pistes, et il est même désagréable d'y circuler. Et indépendamment de ça, il y a des pistes qui font 4,30 m de large, comme sur la rue Saint-Jacques, ça pour un sens unique de circulation, et comme sur la rue de Rivoli qui fait presque 12 mètres de large pour un double sens de circulation. Alors que le boulevard de Sébastopol, l'un des axes cyclables les plus empruntés de Paris, fait par endroits à peine 3 mètres. Alors que c'est un double sens cyclable. Et ça, à Paris, eh bien c'est principalement dû au manque, encore une fois, de cohérence au niveau de la création des pistes. Il n'existe pas de réglementation à Paris sur la création des pistes, uniquement des recommandations du CEREMA, mais la bonne chose que l'on peut voir, c'est qu'elles augmentent au fur et à mesure des années. Par exemple, la dernière piste qui a été livrée pas loin de République fait 2,30 m de large. Aux Pays-Bas, par contre, le développement des pistes cyclables s'est fait, lui, depuis les années 80, et donc cette transformation s'est également produite là-bas au fur et à mesure des années. Aux Pays-Bas, la recommandation d'une piste est environ de 2,25 m et 1,25 m au minimum. Après, effectivement, je n'ai pas trouvé de source officielle, uniquement Wikipédia et différents blogs. Mais quand je me suis déplacé sur place, j'ai pu me rendre compte qu'il était très facile de pouvoir faire des dépassements et que les doubles sens cyclables permettaient de se croiser à 3 de front, même 4 par moment. Et finalement, qui dit largeur de piste, dit également virage, car sur une petite piste, eh bien, les virages vont être tout de suite un petit peu plus compliqué. On peut d'ailleurs le voir sur le canal de l'Ourcq, on est obligé de bien ralentir pour éviter de se taper le rebord, et le rebord lui en garde quelques stigmates. Donc il y a ce point là à voir, c'est faire des virages beaucoup plus doux, chose que l'on retrouve très fréquemment aux Pays-Bas. Et en plus de ces virages, il y a également les séparateurs. Les séparateurs peuvent pardonner aux Pays-Bas. Alors qu'à Paris, vous aurez des belles surprises. Alors ça peut être toute forme de surprise, hein. Ça peut être le séparateur qui était trop bas, que vous n'avez pas vu et qui vous fait tomber. Comme par exemple celui-là, qui a été corrigé depuis place de la Concorde. Ou des séparateurs trop hauts qui là tapent au niveau de la pédale. Et donc, comment ils font à Amsterdam pour éviter ces séparateurs? Eh bien, c'est qu'il n'y en a simplement pas. Les pistes sont complètement séparées de la circulation et elles sont également surélevées. Les seuls séparateurs que j'ai pu voir, c'est principalement au moment des chantiers où là ils indiquent temporairement que la piste a été modifiée et ils permettent de cette manière de séparer la circulation entre les véhicules motorisés et les cyclistes. Et par rapport à ça, il y a une transition toute trouvée, c'est les intersections.
À Paris, on a des M12. Ce sont des petits panneaux triangulaires présents sous certains feux qui, sous certaines conditions, permettent de continuer notre chemin. Pour cela, il faut que notre direction corresponde à la flèche, que l'on laisse la priorité aux piétons et que l'on attende que le carrefour soit dégagé. Et ça fait quand même beaucoup de conditions à respecter pour pouvoir tourner à droite. Et à Amsterdam, des M12, je n'en ai pas croisé. Pourquoi? Eh bien parce que les pistes cyclables ne rentrent simplement pas dans le carrefour, elles restent séparées de la circulation et vous pouvez donc continuer à droite sans rencontrer un seul feu. Bon, on va maintenant passer au carrefour parce qu'à un moment il va falloir le franchir, ce carrefour. À Amsterdam, quand vous souhaitez aller à gauche au carrefour, eh bien vous restez sur le côté droit de la chaussée, vous avancez, traversez une première fois et pouvez tout de suite après tourner à gauche en toute sécurité. You see? Hop, hop. Turning left. À Paris, pour faire la même manœuvre, eh bien vous devez utiliser le sas vélo. Le sas vélo qui, dans les faits, vous permet de vous déporter sur le côté gauche de la chaussée. Là, vous devez marquer à droite pour aller à gauche. Oui, j'utilise le sas vélo, monsieur. Ah non, c'est là qu'on vient. Ça, c'est le sas vélo. Pour vous retrouver au milieu de la circulation entre deux flux de voitures. Cool. Un flux venant de derrière vous, qui va aller continuer tout droit, et un flux d'en face qui, pareil, souhaite continuer tout droit. Et tout ça en même temps. Il reste néanmoins une alternative si vous ne souhaitez pas utiliser ce sas vélo de cette manière-là, c'est d'avancer sur le côté droit et d'attendre que le feu passe au vert pour ensuite vous engager, pour traverser en fait à la néerlandaise, en 2 fois. Et donc à Paris, pour cette manœuvre un petit peu difficile, on a tendance à vouloir griller le feu pour tourner à gauche, soit en démarrant avant les véhicules, soit en passant au tout dernier moment pour pouvoir s'engager et tourner tout de suite. Alors que pendant ce temps-là, à Amsterdam, les feux sont synchronisés. Quand vous avez le premier feu vert au carrefour, vous pouvez tout de suite tourner avec le deuxième feu vert. Mais il y a un petit point à noter, c'est qu'à Amsterdam, il reste quelques sas vélos. C'est notamment des rues qui n'ont pas pu être réaménagées parce que la chaussée était trop étroite. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que ces sas vélos ont bien une couleur différente. Et sur ceux qui peuvent être problématiques, où des camions peuvent tourner à droite, ils sont équipés de miroirs qui permettent de bien voir ce qui se passe derrière et éviter de tourner sur des cyclistes qui remonteraient à ce moment-là. C'est un équipement supplémentaire qui supprime les angles morts. Enfin, il reste les ronds-points ou des carrefours sans feu. Et là, à Amsterdam, eh bien, vous avez la priorité. Une fois que vous rentrez dans cet aménagement, vous pouvez faire tout le tour de manière infini sans jamais vous faire couper la route. Everything is working super well. Car les véhicules pour sortir de l'anneau ou y rentrer doivent vous céder la priorité. À Paris, il existe plusieurs types d'aménagements, des ronds-points et des giratoires. Il y en a où il y a des priorités pour rentrer sur le rond-point et il y en a où il y a des priorités à l'intérieur du rond-point. Et ces aménagements sont très rarement équipés de pistes cyclables. J'avais fait une vidéo spéciale présentant ceux qui en étaient équipés et qui s'appelaient des carrefours hollandais en France, point d'interrogation. Et on pouvait voir qu'il y avait beaucoup de points à revoir, notamment les doubles sens cyclables. À Paris, ils sont quasiment partout et à Amsterdam, on va éviter au maximum d'en avoir. Ils vont être localisés uniquement proches des cours d'eau ou des gares, des endroits où il n'y aura pas d'intersection. Et quand ça arrive, au niveau des intersections, il y a des panneaux pour rappeler aux automobilistes « Attention, des cyclistes peuvent arriver des 2 sens ». Car effectivement, ce double sens cyclable peut créer des situations dangereuses. Mais ça, je l'avais développé dans le sujet au niveau des ronds-points à la hollandaise. Alors j'expliquerai en détail pourquoi les doubles sens cyclables ne sont pas une bonne idée dans les centres-villes et pourquoi d'ailleurs à Amsterdam ils n'en ont pas fait. Ça je le ferai en analysant par exemple le boulevard Sébastopol. Mais en résumé, c'est simplement que si vous êtes cycliste et circulez sur le côté gauche de la chaussée, vous ne pourrez plus du tout bénéficier du tourne à droite. Il faudra couper complètement la circulation pour pouvoir tourner à droite. Et pareil pour les cyclistes qui viennent des intersections de la droite, ils ne pourront pas rejoindre simplement la piste cyclable, ils devront traverser toute la chaussée. Alors pourquoi ce choix s'est fait à Paris? Eh bien c'est principalement pour un gain de place. Les rues étant assez étroites, faire une piste à double sens cyclable, c'est prendre moins de place sur la chaussée. Mais on voit que ça crée quand même pas mal de problématiques, surtout au niveau des carrefours où là on ne sait plus du tout où se placer. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore abordé, c'est les bandes cyclables. Certaines existent encore à Amsterdam, mais elles sont progressivement supprimées. Car ces bandes cyclables
rencontrent les mêmes problématiques qu'en France. Étant donné qu'elles ne sont pas protégées physiquement, il y a des automobilistes qui vont se stationner dessus. Donc quoi, c'est pas vraiment un problème de culture. C'est vraiment parce que c'est possible, je le fais. Et à Paris, les bandes cyclables sont matérialisées par des petits vélos. Attention, parce que ça, c'est pas une bande cyclable, c'est un sas vélo. Attention, ça, c'est pas une bande cyclable, c'est une traversée. Là, ici, vous avez 3 choix, soit continuer tout droit, soit continuer légèrement à droite, soit continuer à droite. Et ici, il y a 2 bandes cyclables, une au milieu de la route et une à droite. Moi, je tourne à gauche, donc je prends celle qui est au milieu. Et on voit à droite qu'il y a quand même un sas vélo qui permet aux personnes de couper pour pouvoir rejoindre le côté gauche. Mais il y a vraiment une intermittence au niveau des logos vélos, ce qui fait que c'est pas clair. C'est pas une couleur que l'on peut suivre. Et sur le côté droit, il n'y a pas de pictogramme vélo dessiné sur la bande cyclable, ce qui fait que les automobilistes pensent que c'est un parking gratuit. Encore une fois, avec une couleur différente, le doute n'aurait pas été permis. Parlons maintenant des stationnements vélos. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, à Paris, eh bien, il y a des zones qui sont beaucoup moins bien desservies que d'autres. Il faut parfois faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour pouvoir créer sa place. Et à Amsterdam, vous avez des places en nombre devant les magasins et des places spéciales sécurisées dans les gares. Car si vous voulez permettre aux personnes d'utiliser le vélo, il faut leur donner un moyen de pouvoir le stationner. Et autre point, à Amsterdam, étant donné qu'il y a du stationnement, les vélos mal stationnés se retrouvent très rapidement à la fourrière. Alors qu'à Paris, ils sont beaucoup plus cool avec ça. Et le petit point bonus, c'est aussi les itinéraires cyclables, qui sont bien indiqués. Quand vous vous déplacez à vélo, et que vous souhaitez aller d'un point A à un point B, eh bien vous pouvez suivre ce qu'on appelle des nœuds, ou itinéraires cyclables rural. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, c'est différents points qui sont placés et que vous avez juste à relier pour effectuer votre itinéraire. Par exemple, vous commencez au point 46, et bien vous allez suivre le point 45, 43, 42, 40. Un chanceux pour ce jackpot, oui ou non? Eh bien non, il n'y a pas de gagnant aujourd'hui. Et à chaque intersection, la direction du prochain nœud est indiquée avec ce genre de petits panneaux. Ça permet donc d'avoir une bonne continuation cyclable et de créer un réel itinéraire sécurisé et clair pour les cyclistes. Et ce, même en dehors des villes. Et à Paris, ce sont les associations qui mettent en place les panneaux. Paris a néanmoins commencé à installer quelques panneaux sur les grands itinéraires cyclables. Et enfin, je rajoute un petit point que je n'avais pas mentionné précédemment, c'est la place du piéton. Tous les aménagements sont faits pour que le cycliste et le piéton puissent cohabiter. La piste cyclable est claire et indique au piéton de ne pas aller dessus. Et à partir du moment où tout est rouge, c'est le piéton qui est prioritaire. La circulation a également été adoucie, car comme vous pouvez le voir sur certaines intersections, eh bien, le trottoir lui reste à la même hauteur, il n'y a pas de différence. Ça, je l'avais un petit peu abordé dans la première partie de la vidéo. Et surtout, il y a une énorme communication. Tout le monde se regarde et fait attention aux autres. On va indiquer dans quelle direction on va indiquer si on ralentit. Les cyclistes vont faire attention aux piétons en ralentissant légèrement pour passer derrière, et réciproquement pour les piétons. Il n'y a pas ce besoin, comme on a à Paris, de devoir s'arrêter pour le piéton pour qu'il puisse continuer sa route. Parce qu'on manque clairement de communication. Souvent, moi, je vais pouvoir faire des signes aux autres personnes de loin pour pouvoir anticiper leur réaction. Et c'est ce qui devrait se développer au fur et à mesure dans les prochaines années. Parce que c'est vrai que à Paris, ça va mettre un certain temps pour qu'on puisse apprendre à avoir de nouveau confiance envers les autres usagers et à faire attention aux uns aux autres, chose qui avait malheureusement été mise de côté avec les déplacements motorisés, car on est chacun dans notre habitacle et effectivement le monde extérieur est un petit peu hostile. En conclusion, vous l'avez compris, le but ça va être d'adoucir cette circulation pour que les contacts puissent se faire et qu'on puisse ensemble partager une route plus sûre. J'espère que vous avez apprécié ce sujet sur Amsterdam. Je vous retrouve bientôt pour la dernière partie, qui sera plus axée sur la visite de la ville et les choses à ne pas louper. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et bonne route! Wow, a car! So cool! Oh, yeah, it's so cool too. We sold the car, no use. Yeah.